et bienvenue pour ce nouvel épisode de la quinzaine de l'Autojournal. Comme toujours, on va vous proposer une balade en 3 étapes. D'abord, on va partir à la découverte d'une nouveauté chinoise qui a l'air particulièrement adaptée au marché français, le BYD Atto 2. Ensuite, on va s'interroger sur la mise en place des nouvelles restrictions de circulation dans les grandes agglomérations en 2025, les tristement célèbres ZFE. Et enfin, on partira essayer l'Alfa Romeo, peut-être la plus convaincante du moment, le SUV Junior Hybrida. Vous avez le menu, alors en route. BYD, c'est le deuxième constructeur de voitures électriques au monde, tout juste derrière Tesla. Mais le chinois, pour l'instant, il n'a pas particulièrement impressionné sur le marché français. Parce qu'à la différence de son compatriote MG, par exemple, son ratio prix-prestation n'a jamais semblé particulièrement attractif. Et les voitures proposées, elles nous ont semblé un tout petit peu décalées par rapport aux attentes des clients français. Seuls les modèles hybrides rechargeables qui viennent d'être récemment introduits sur notre marché semblent pouvoir rencontrer un certain succès commercial. Est-ce que ça va changer avec le nouvel Atto 2 qui vient d'être dévoilé au Salon de Bruxelles? C'est possible, mais seulement à condition que les tarifs soient très serrés. Ne brûlons pas les étapes. Qu'est-ce que c'est que l'Atto 2? Eh bien, c'est un SUV électrique polyvalent, catégorie dite urbaine il n'y a encore pas si longtemps. En clair, l'Atto 2, il vient chasser sur les terres du Peugeot i2008, du Jeep Avenger ou du nouveau Toyota Urban Cruiser. Ce segment du SUV B, c'est désormais un peu le centre de gravité du marché français, en thermique en tout cas, car les offres en 100% électrique, elles peinent à convaincre jusqu'à présent. Il est long de 4,31 m cet Atto 2 et il se situe plutôt dans la fourchette haute du segment. Il est au niveau d'un Peugeot 2008 qui fait lui 4,30 m. Cette taille, elle permet de ménager des places arrière correctes, tout comme un coffre d'un volume convaincant puisqu'il est annoncé à 400 décimètres cubes. Logiquement, cette taille, elle devrait permettre d'accueillir une batterie de capacité correcte. Mais là, c'est un peu la douche froide. Avec 42,2 kWh, on tombe dans les niveaux les plus bas de la catégorie. En conséquence, l'autonomie annoncée en WLTP, elle est très limitée. BYD parle de 312 km au maximum, soit sans doute moins de 250 km dans la vraie vie et beaucoup moins de 200 km sur autoroute. Pire, la capacité de recharge rapide, elle est aussi particulièrement limitée puisqu'elle ne dépasse pas 65 kW. Même une très modeste Citroën IC3 qui assume un positionnement économique, elle fait mieux en proposant 100 kW. Ceux qui seraient assez téméraires pour tenter de voyager loin avec cet Atto 2, ils devront donc s'armer de beaucoup de patience. Bon, en dépit de son habitabilité et probablement de son confort, parce que le confort c'est un des marqueurs traditionnels de BYD, l'Atto 2, elle aura donc du mal à endosser l'habit de voiture principale du foyer en étant aussi limitée en rayon d'action. Le seul domaine technique où l'Atto 2 s'annonce mieux disant que la concurrence, c'est la puissance qui est annoncée à 176 chevaux. Mais est-ce que c'est vraiment essentiel pour un SUV a priori familial? Probablement pas. Pour le reste, l'Atto 2 réalise une synthèse esthétique plutôt réussie du genre, sans rien révolutionner. On retrouve un capot assez horizontal, des passages de roues soulignés bien marqués, un toit semi-flottant, des faces avant et arrière qui sont relativement expressives, mais bon, sans particulière personnalité non plus. Bref, c'est agréable à regarder et c'est facile à oublier. Même chose à l'intérieur. On perd le côté un peu ludique de l'Atto 3 pour un univers un peu plus austère qui est dominé par le grand écran central de 12,8 pouces qui gère une multitude de fonctions un peu à la mode Tesla. À l'inverse de l'américain quand même, il reste un afficheur qui est placé face au conducteur dans l'axe de la conduite. Vient enfin la question qui décidera sans doute du succès ou pas de ce modèle en France, son prix. Pour l'instant, rien n'est annoncé. Même si l'Atto 2 doit être ouvert à la commande au printemps. Jusqu'à présent, BYD, qui se décrit comme une marque premium accessible, n'a jamais bradé ses produits en Europe, ce qui ne lui a pas facilité la vie hors de Chine. Mais un élément essentiel pourrait changer la donne avec l'Atto 2. Ça sera en effet le premier modèle à être assemblé
en Europe dans l'usine BYD de Hongrie. Cela permettra donc d'échapper aux importants droits de douane qui frappent les importations de voitures électriques chinoises, mais aussi probablement de prétendre à ce qui restera du bonus français. Quoi qu'il en soit, avec une capacité de batterie aussi limitée, il faudra vraiment frapper fort côté tarif pour attirer l'attention des clients français. On va maintenant parler des ZFE. Vous en avez certainement entendu parler, les règles ont changé au 1er janvier pour les conditions de circulation dans les grandes agglomérations françaises. Ces ZFE, beaucoup sont en service depuis des années, mais en ce début d'année 2025, les conditions d'accès, elles y ont été durcies. On va essayer de faire le point et ce n'est pas simple du tout parce que chacune des ZFE édicte ses propres règles, ce qui n'aide pas du tout les automobilistes concernés à s'y retrouver, et c'est encore pire s'ils voyagent d'une région à l'autre. 43 métropoles sont aujourd'hui concernées en France par ces restrictions de circulation qui sont destinées à réduire les émissions polluantes locales, ce qui, on le rappelle, n'a rien à voir avec le CO2 ni les émissions de gaz à effet de serre. C'est deux choses complètement différentes. Parmi ces 43 ZFE, il y en a 12 qui sont actuellement inactives, c'est-à-dire qu'elles n'imposent aucune limitation, aucune exclusion. Dans cette liste des attentistes, on peut par exemple relever la ville de Toulon, ou Perpignan, ou Dunkerque. À l'autre extrémité du spectre, on trouve les purs et durs qui n'autorisent que les vignettes critères 0, c'est-à-dire les toutes électriques, 1 et 2. Il s'agit des ZFE du Grand Paris, de Lyon, de Grenoble et de Montpellier. Rappelons que ces ZFE, elles s'étendent bien au-delà des limites strictes des municipalités concernées. Pour Paris, par exemple, l'interdiction, elle s'applique à l'intérieur du périmètre qui est défini par l'autoroute A86. C'est donc bien au-delà du périphérique. On rappelle également que l'exclusion des vignettes critères 3 et non classées, ça signifie l'interdiction de circulation des voitures à moteur diesel d'avant 2011 et des voitures à moteur essence d'avant 2006. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de voitures. 6 autres ZFE tolèrent encore les critères 3, mais excluent à partir de 4 et au-delà. Ça, c'est celle de Strasbourg, de Toulouse, de Marseille, de Reims, de Rouen ou de Clermont-Ferrand. Enfin, les autres ZFE, elles se contentent d'interdire la circulation des véhicules non classés critères. Je vois que vous commencez déjà à avoir un peu mal au crâne avec tout ça. Et c'est rien parce que maintenant on va attaquer la question des dérogations qui compliquent encore le système. Parce que oui, il y a des dérogations, mais chaque ZFE les applique à sa sauce. Par exemple, il est possible à certains exclus, dans certaines zones, de circuler après 20 heures ou de circuler le week-end. Et quelques ZFE sont en train de mettre en place un système de passes en quantité limitée. En gros, on a une espèce de carnet virtuel où on a le droit à 20, 30, 40 passages dans la ZFE dans l'année et il faudra le déclarer. Alors ça, quand on habite dans la ZFE, c'est presque compréhensible. Quand on est un voyageur extérieur et qu'on va de Perpignan à Montpellier en passant par Lyon, il y a un moment, on ne sait plus où on habite, et c'est très compliqué. La bonne nouvelle en face de ça, c'est que les sanctions qui sont liées à l'interdiction des ZFE, pour l'instant, elles restent hypothétiques. On est officiellement dans ce qu'on appelle la période pédagogique, qui pourrait courir jusqu'en 2026, voire 2027. 2027, ce n'est pas totalement anodin, puisque c'est une année d'élection présidentielle, et il se trouve que c'est très dangereux politiquement de commencer à envoyer des amendes à une multitude de gens qui vont être interdits de circulation dans ces zones. Il y a un grand risque qu'on réactive un phénomène du genre gilet jaune, et ça les politiques n'en ont pas très envie. Donc vous avez compris, ces ZFE, c'est des usines à gaz inextricables qui sont assez injustes socialement et très difficiles à comprendre dans leur fonctionnement et leur organisation, dans la mesure où chaque métropole gère la chose à sa sauce avec ses propres règles. Donc on ne saurait trop vous conseiller, si vous êtes concerné, d'aller directement visiter les sites de la métropole dont vous dépendez ou que vous envisagez de visiter si vous avez une voiture ancienne, afin de savoir à quelle sauce vous allez être mangé et afin d'éviter les risques de verbalisation. Et voilà, on passe maintenant à la dernière partie de notre quinzaine, celle de l'essai d'une nouvelle Alfa Romeo Junior dans sa version hybride légère baptisée Hybrida.
avec un I, pas un H, on est en italien. La silhouette du petit SUV Alfa Romeo, elle commence à être bien connue et appréciée. À la différence de nombre de concurrents de sa catégorie, on peut facilement l'identifier. Il est plaisant à regarder. Sous tous les angles, le Junior, il joue une partition dynamique, personnelle, qui met en appétit avant même de s'installer à bord. Et une fois qu'on est à l'intérieur, le style Alfa, on le retrouve sur le joli volant 3 branches spécifiques ou dans l'architecture de la planche de bord qui reconstitue l'emblématique double visière des compteurs face au conducteur. Bon, rassurez-vous, l'inévitable écran central, il est bien présent, mais il est placé un peu bas sous les aérateurs. C'est moins pratique parce que ça oblige à quitter la route des yeux plus longtemps pour aller le consulter, mais cette disposition, elle a le mérite d'affirmer qu'on est bien à bord d'une voiture où l'essentiel se passe dans l'axe du conducteur et pas à bord d'un home cinéma sur roue. C'est finalement plus si courant de nos jours. Pour le reste, le mobilier et le style, ils composent une partition plutôt élégante et sportive, mais il ne faut pas se montrer trop regardant sur la qualité des matériaux. C'est quand même un tout petit peu fâcheux quand on veut être le représentant d'une marque premium au sein de la galaxie Stellantis. Autre désagrément à bord, l'espace arrière est compté. Ça, c'est la rançon d'un petit SUV qui s'est resté court en mesurant seulement 4,18 m de long. C'est quand même 12 cm de moins que son cousin Peugeot 2008, qui n'est déjà pas un champion de l'habitabilité à l'arrière. Bon, le coffre, lui, il n'y a rien à redire, mais ce n'est pas miraculeux non plus. On a 380 décimètres cubes. Selon nos mesures, c'est correct, mais sans plus. Malgré tout, est-ce bien l'essentiel de ce qu'on attend d'une Alfa? Probablement pas, parce que la marque milanaise, elle nous fait encore rêver de sportivité et de dynamisme. Alors avec cette version hybrida, on navigue un peu entre deux eaux. Officiellement, la version la plus performante du Junior, c'est la Veloce de 280 chevaux. Sauf que la Veloce, c'est uniquement une électrique, donc elle est plus lourde, beaucoup plus chère et surtout très limitée en autonomie. Avec 322 km annoncés en WLTP, il ne faudra pas espérer aller bien loin avec cette Veloce. Donc pour un usage réellement polyvalent, un usage normal, c'est donc la version hybride légère de 136 chevaux qui s'impose. Ce chiffre de puissance, c'est 136 chevaux au sein de la galaxie Stellantis, vous commencez à bien le connaître. Vous savez qu'il s'agit du 3 cylindres turbo 2 1,2 litre associé à un moteur électrique capable de délivrer 28 chevaux supplémentaires en crête, le tout accouplé à une boîte robotisée à 6 rapports. Cette mécanique, elle équipe à peu près tout ce qui roule dans les marques européennes du groupe, jusqu'au grand et lourd Peugeot 5008. En conséquence, même si on aurait pu rêver d'un petit supplément de canasson à bord de l'Alfa, on se dit que sur un petit SUV de seulement 1,3 tonne, le dynamisme devrait être au rendez-vous, et c'est effectivement le cas. On ne parle pas ici d'une sportivité ultime, mais à défaut d'être collé au siège, on ne s'ennuie pas du tout à bord. En mode sport, on a mesuré l'accélération de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes, et les relances, elles sont réellement toniques. Alors oui, à pleine charge, on entend bien le 3 cylindres, c'est pas forcément déplaisant, mais évidemment, on est loin de la musique, de certaines mécaniques légendaires de l'histoire d'Alfa Romeo. Et puis c'est toujours plus excitant que le mutisme électrique de la version Veloce. Côté châssis, le Junior Hybrida, il reste sain, il est précis, et il surprend même plutôt agréablement par un confort qui est certes ferme, mais qui reste parfaitement fréquentable au quotidien. Bon, on aurait pu rêver, là encore, d'un réglage spécifique un peu plus incisif, notamment dans le ressenti de direction. C'est sans doute là où, malgré les contraintes liées à l'usage d'une plateforme qui est commune à d'autres marques du groupe, on regrette que les ingénieurs d'Alfa n'aient pas pu rechercher un typage vraiment plus marqué des trains roulants qui aurait été susceptible d'assurer le sourire du conducteur en toutes circonstances. Sinon, si on revient sur le terrain des questions bassement matérielles, les consommations, elles sont raisonnables, avec une moyenne qu'on a mesurée à 6,3 litres au 100 km. Quant au prix, bien sûr, il est plus élevé que celui de la plupart de ses cousins de Stellantis, mais il n'y a rien d'indécent non plus. Dans la finition premium de notre version d'essai, avec quelques options, la facture finale restait un tout petit peu en dessous de 38 000 €. Et en finition spéciale, qui est déjà très correcte, le Junior Hybrida, il débute à 31 500 €. Et par les temps qui courent, pour un petit SUV sympathique et pétillant, même s'il n'est pas aussi passionnant qu'on aurait pu l'imaginer, c'est presque raisonnable. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, bonne route à vous!